Principale nouvelle du 4 septembre, à Paris, dirigeants et ministres de 26 pays ont adopté un cadre de garantie de sécurité pour l'Ukraine. Ce n'est pas un simple communiqué. Il s'agit de la préparation d'une véritable mission militaire sur le territoire ukrainien avec formation, défense anti-aérienne, base de réparation et un système de commandement commun, que l'on prévoit de finaliser avec les États-Unis dans les prochains jours. Le ton public est prudent, mais le contenu s'est dessiné de façon assez claire. Il est important de discuter de ce sujet sans illusion, car malgré des propos retentissants, il existe aussi des nuances désagréables. Le président français Emmanuel Macron a annoncé que 26 pays avaient confirmé leur participation sur terre, en mer ou dans les airs. Pour rassurer la société ukrainienne, soutenir le cessez-le-feu dès qu'il entrera en vigueur et assurer et garantir la paix. Il n'y a aucune limite à notre soutien à la défense de l'Ukraine. Emmanuel Macron a précisé que Paris évoque des points concrets, la défense aérienne, la formation, les missions navales, etc. Mais pour l'instant, ce ne sont que des déclarations retentissantes qui, bien qu'elles aient rapproché des garanties, n'ont pas encore abouti à un document finalisé. Je m'appelle Alexei Pesci, nous sommes le 4 septembre, échangeons sur ce sujet et faisons le point sur le sommet de la coalition des volontaires à Paris. Qu'y a-t-on entendu ? Mais que se passe-t-il réellement en pratique, avant que nous commencions ? Je tiens à rappeler que chaque jour, plusieurs analyses d'actualité sont publiées sur cette chaîne YouTube, où nous examinons les principales nouvelles de la journée afin que vous soyez au courant de tout ce qui se passe. C'est pourquoi abonnez-vous absolument à cette chaîne et n'oubliez pas de mettre un like. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Le 4 septembre à Paris, la coalition de Jilovo a tenu une réunion. Volodymyr Zelensky a immédiatement rejeté toutes les tentatives de poser une bombe à retardement et a déclaré que nous n'acceptions aucune garantie sur papier du niveau de Budapest et aucun Minsk III. Citation. L'Ukraine n'a pas besoin de déclarations qui peuvent être annulées demain. Nous avons besoin de garanties à long terme, ratifiées par les parlements et ayant force de loi. Nous avons besoin de mesures concrètes. Protection du ciel, production et livraison, formation et présence des partenaires, afin que la paix ne soit pas une pause avant une nouvelle attaque de la Russie. Par ailleurs, Zelensky a demandé une protection maximale du ciel, car les attaques nocturnes représentent des vies qui ne peuvent être sauvées que par la force des armes. Passons maintenant aux détails concrets. Alors, avec quoi Paris est-il venu au sommet et pourquoi est-ce tout de même une nouvelle étape, même si certains crient déjà à l'échec de ce sommet, En fait, la France fait avancer le format d'une coalition de volontaires, où chaque participant prend en charge une partie de l'ossature de ces fameuses garanties. Certains prennent en charge la défense aérienne et les radars, d'autres la réparation et la logistique, d'autres encore la cybersécurité et la guerre électronique, et ainsi de suite. L'idée est de transférer tous les processus lourds à l'intérieur de l'Ukraine, afin que ce cycle de diagnostic, de réparation et de remise en service prenne des semaines et non des mois. L'essentiel, c'est qu'une trêve avec de vraies garanties est une infrastructure réelle, surtout sur le territoire ukrainien, et pas ailleurs. Une promesse que si une nouvelle agression survient, quelqu'un viendra un jour aider. Non, tout doit déjà être en Ukraine et sur place. C'est justement ce passage des bonnes intentions au tableau de roulement et aux personnes responsables. Où sont les États-Unis dans cette histoire ? Emmanuel Macron a annoncé que les accords avec Washington seraient bientôt finalisés. La société de presse précise aussi que la Maison-Blanche a pris part aux discussions. Donald Trump a confirmé l'implication des États-Unis dans l'architecture des garanties. Et en traduction du langage diplomatique, il s'agit de renseignement, de gestion et d'intelligence, surveillance et reconnaissance. Cela signifie renseignement, surveillance et reconnaissance. Il y a aussi la logistique et le soutien à la défense aérienne pris en charge par les États-Unis. En réalité, c'est une issue assez pratique pour tout le monde. L'Europe garde le contrôle sur son continent, Washington adopte un format moins toxique, sans envoyer de troupes de combat dans les tranchées, et Kiev y trouve aussi son compte. Ce sont des personnes et des ressources à proximité du front, pas seulement sur le papier, mais concrètement sur le terrain. L'intrigue politique ici réside dans qui est pour, qui est contre, et quoi exactement, et qui promet quoi. Reuters souligne alors clairement la manœuvre de Macron. Interrogé sur les raisons pour lesquelles la Pologne et l'Italie refusaient d'envoyer leurs troupes en Ukraine, il tentera d'esquiver. Et il répond avec cette formule, je cite, «
Différents pays assumeront différentes tâches. En réalité, c'est le sens même de ce format de coalition des volontaires. Il ne s'agit pas de discuter, mais de répartir les tâches selon les capacités. Défense aérienne et formation pour certains, mer pour d'autres, cybersécurité pour d'autres, etc. Et oui, Macron a prononcé séparément une phrase que tous les Européens vont utiliser, il n'y a aucune restriction pour la défense de l'Ukraine. C'est le nouveau cadre des attentes. En d'autres termes, il ne faut pas détester maintenant le Premier ministre polonais Donald Tusk ou la Première ministre italienne Giorgia Meloni, qui aujourd'hui sont sortis publiquement et ont déclaré qu'ils n'enverraient pas leurs soldats en Ukraine. Bien sûr, cela a déjà provoqué une réaction, comme si tous les alliés avaient abandonné, mais ce n'est pas le cas. Il est évident que l'Italie prendra en charge les questions de défense aérienne pour l'Ukraine, tandis que la Pologne a une mission complètement distincte. En fait, Donald Trump a déjà déclaré qu'il ne prévoyait pas de retirer les troupes américaines de Pologne. Si les États-Unis tiennent leurs promesses et assurent la couverture du ciel ukrainien, alors toute l'aviation américaine et tous les systèmes de défense aérienne nécessaires seront basés précisément en Pologne. Et il est évident que ce sont justement les Polonais qui seront en partie impliqués dans cette mission de couverture du ciel. C'est pourquoi ils assument simplement une tâche distincte et non pas l'envoi de leurs troupes en Ukraine. Ensuite, comme on dit, il y a l'éléphant dans la pièce, Moscou. Interrogé sur son voyage à Moscou, déjà très médiatisé par le dictateur Poutine, Zelensky a répondu ainsi. C'est exactement le genre de proposition que Moscou fait en comprenant parfaitement que c'est inacceptable. Nous n'avons pas besoin de rencontres juste pour l'image. Nous avons besoin d'une vraie paix et de garanties réelles. Eh bien, concernant les négociations de paix, a ajouté Poutine, il a rejeté toutes les initiatives, mais nous pensons le contraire. La pression fonctionne, les sanctions pèsent main sur l'économie russe et il faut renforcer cela. C'est un point de jonction clé avec la partie ferroviaire européenne, à savoir les garanties. Sans cette partie ferroviaire, toute trêve deviendra une invitation à la revanche. Maintenant, parlons un peu des sanctions. Sinon, vous savez, il ne sera pas clair pourquoi Paris aujourd'hui. Ce n'est pas simplement une conférence de presse. Donc, au sommet des coalitions de volontaires, le 4 septembre, il y avait un représentant de Trump, Steve Witkoff. Et c'est précisément lui qui exigeait que l'Europe renonce complètement au gaz et au pétrole russe. Eh bien, d'après les propos de Zelensky et Macron, qui ont parlé aujourd'hui avec Donald Trump, le président américain n'est pas satisfait que la Slovaquie et la Hongrie continuent d'acheter du pétrole russe. C'est précisément Trump qui peut exercer une pression sur Orban et Fico pour qu'ils coopèrent enfin avec l'Europe. Ils sont allés rendre hommage au dictateur Poutine. Ensuite, The Guardian et Associated Press décrivent aujourd'hui, de manière synchronisée, les 3 éléments que les Alliés intègrent dans ce fameux bloc de garantie ces derniers rangs de jour. Renforcement de la traque de la flotte fantôme et des fraudes d'assurance liées à l'exportation du pétrole et gaz russe. C'est-à-dire, il s'agit de la partie liée aux sanctions. Renforcement de la défense anti-aérienne ukrainienne, intégration de radars au système LAS Patriot, SMPT et RST, et transfert de la formation et de la maintenance en Ukraine. Cela a 2 effets. Réduire les coûts et accélérer la restauration de la capacité de combat des unités des forces armées ukrainiennes. Quand l'usine est proche, il n'est plus utile de transporter blindages et radars dans toute l'Europe. De plus, cela impose un coût au Kremlin en cas de violation du cessez-le-feu. Rompre la trêve signifie frapper des sites où sont présents des Européens. C'est politiquement beaucoup plus coûteux. Et il y a encore un autre aspect concernant le ciel et la navigation. L'atterrissage de l'avion d'Ursula von der Leyen en Bulgarie avec des cartes papier après une panne de système de positionnement global a été un vrai choc. Et aujourd'hui, les médias occidentaux écrivent que l'OTAN considère le brouillage et le spoofing du système de positionnement global comme une menace permanente et prépare une riposte. Pour la mission en Ukraine, cela signifie des choses non comme de très concrètes, augmentation des balises au sol, canaux de communication de secours, système de défense aérienne en alerte, réglementation stricte, etc., qui seront ensuite appliquées à l'aviation civile européenne. En fait, cet épisode a montré aux Européens pourquoi l'Ukraine insiste autant pour obtenir une couverture aérienne du pays et pourquoi cela est important non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour toute l'Europe. En réalité, ce fameux bouclier pourrait apparaître en Ukraine, empêchant la Russie d'influencer l'Europe. Qu'est-ce que tout cela va changer pour l'Ukraine dès demain ? Eh bien, disons-le ainsi. Concrètement, la première chose, c'est l'accélération.
si c'est en septembre-octobre. Les partenaires indiquent qui construit les centres de réparation, qui prend en charge la formation, qui s'occupe de la défense aérienne, et ainsi de suite. Alors, en fait, depuis l'hiver, ce cycle de rétablissement des capacités de combat, c'est-à-dire, nous devons en fait construire toute cette architecture. Et la deuxième chose, c'est la résilience. Lors des attaques nocturnes massives de la Russie, la principale économie, aussi étrange que cela puisse paraître, ce sont les sous-stations, les ponts, les usines, les infrastructures préservées et, ce qui est très important, la préservation des vies humaines. Par conséquent, la protection maximale du ciel, dont parlait aujourd'hui Zelensky, ce n'est pas un slogan, ce sont de vraies vies humaines. Et c'est le produit intérieur brut, c'est la préservation du produit intérieur brut de l'Ukraine. Et il y a aussi la troisième politique. Lorsque 26 pays déclarent publiquement qu'ils s'engagent dans cette affaire, qu'ils ne font pas que discuter, mais qu'ils s'engagent, qu'ils commencent à élaborer toutes les mécaniques, alors les manipulations du Kremlin sur la prétendue lassitude de l'Europe face à la guerre perdent de leur valeur. Le sense. Et cela, en vérité, est plus important que n'importe quel gros titre. Et en conclusion, je veux dire que Paris, le sommet de Paris aujourd'hui, a accompli ce qui n'avait pas été possible pendant toute une année. Il a déplacé l'attention des paroles générales vers l'ingénierie, vers l'élaboration de plans. On peut évidemment dire que tout cela n'est que des paroles, des bêtises, sans signification. La différence, c'est qu'avant, ces discours étaient au niveau des slogans, du genre « Nous sommes prêts, voilà tout ». Les Européens affirmaient « Nous sommes prêts à garantir la sécurité de l'Ukraine et à envisager d'y envoyer nos troupes ». En résumé, c'était « Nous sommes prêts ». Désormais, on ne parle plus de « si », mais de « comment ». Et quand Emmanuel Macron dit qu'il n'y a aucune limite pour garantir la sécurité de l'Ukraine, c'est en fait une phrase d'engagement. Et ensuite, cet engagement sera mesuré par la présence de batteries de défense anti-aérienne, d'instructeurs, de dépôts, de carburant, de trains, dans le cas de l'Ukraine, de trains, avec des pièces détachées, pour l'équipement militaire, avec des armes. Et, ce qui est très important, une répartition claire des rôles. Qui est responsable de quoi ? Non, en général, toute l'Europe peut offrir des garanties, mais il n'est pas clair qui prend quoi en charge. Et si cette structure est mise en place avant l'hiver, alors toutes les soi-disant initiatives de paix du Kremlin sonneront comme n'importe quoi, sauf la paix. Donc il ne sera pas possible d'imposer une quelconque position de capitulation de l'Ukraine ? Non. Et le sommet d'aujourd'hui à Paris a essentiellement montré que, enfin, on est passé des slogans à une certaine action. J'ai toujours dit qu'il y a au moins 2 niveaux de prise de décision, le niveau politique et le niveau factuel. Enfin, nous sommes finalement passés au niveau factuel. Parce qu'au niveau politique, tout le monde s'est déjà exprimé depuis longtemps, chacun a dit ce qu'il soutient. Il est temps de ne plus se contenter de slogans, mais d'agir. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.